Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. Le budget 2014 de la Côte d'Ivoire est connu depuis cet après-midi. Il s'élève à 4 248 milliards de francs CFA. Il a été adopté cet après-midi en Conseil de ministres extraordinaire au palais présidentiel. Ce budget prévoit notamment 1 258 milliards de francs CFA pour les investissements et donne la priorité entre autres au renforcement des infrastructures sociales de base et à la promotion de l'emploi à Ouattara. Le budget 2014 s'équilibre en recettes et en dépenses à 4 248 milliards de francs CFA pour un produit intérieur brut de 15 760 milliards, soit une augmentation de 9,4% par rapport au budget 2013. Ce budget, d'un niveau jamais égalé en Côte d'Ivoire, a été adopté au cours du Conseil des ministres présidé par le président de la République Alassane Ouattara ce mercredi 23 octobre. L'économie ivoirienne continue ainsi sa marche en avant et continue d'améliorer ses performances dans un contexte de consolidation de la paix et de la croissance économique. Les priorités de ce budget, ça va être le renforcement des infrastructures socio-économiques de base, donc la poursuite de ce qui a commencé en 2012 et en 2013. Ça va être la promotion de l'emploi, en particulier l'emploi pour les jeunes. Ça va être l'amélioration de l'offre de santé et de l'offre d'éducation. C'est très important, puisque c'est tout cela qui va consolider la construction en cours et le développement de notre pays. Ça va être l'appui, et je parle toujours des priorités, donc l'appui au développement agricole, et tout cela dans un contexte où les interventions spécifiques du programme présidentiel d'urgence vont se poursuivre. Ce budget inclut le recrutement d'à peu près 15 000 agents à la fonction publique, dont 9 496 pour le secteur de l'éducation et 4 859 pour le secteur de la santé. Et tout cela pour bien montrer le niveau de priorité que le gouvernement donne à ces deux secteurs-là. Le Conseil des ministres s'est aussi penché sur la réorientation des ressources humaines au niveau de l'agriculture, notamment en ce qui concerne la formation professionnelle agricole. Il a été ainsi décidé de suspendre la formation en foresterie et environnement et de maintenir les filières agriculture, élevage et halieutique. Les recrutements dans ces filières se feront désormais sur la base d'une inscription dans un projet agricole. Le groupe Olam entend investir davantage en Côte d'Ivoire. Une délégation du groupe conduite par son président du conseil d'administration l'a annoncé aujourd'hui au chef du gouvernement ivoirien. Dans la journée, Daniel Kablan-Duncan a aussi échangé avec le directeur chargé du retour de la BAD en Côte d'Ivoire. Autre délégation reçue par le premier ministre ivoirien, celle du groupe bancaire UBA, Hugues Veblé. Sa première audience ce mercredi, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan l'a accordé au responsable du groupe Olam. Cet acteur majeur dans le négoce international et la transformation de matières premières agricoles est présent en Côte d'Ivoire depuis 20 ans. Le groupe, qui compte 6 000 employés sur le territoire ivoirien, est venu marquer sa volonté de soutenir la politique de développement agricole du gouvernement. Nous avons des engagements de près de 1 milliard de dollars, c'est-à-dire à peu près 500 milliards de francs CFA. Nous avons sur ce montant à peu près 300 millions de dollars, c'est-à-dire 150 milliards de francs CFA qui sont dans des investissements fixes, le reste étant dans tout ce qui sont fonds de roulement et autres opérations. Donc nous pensons que l'activité en Côte d'Ivoire est vraiment en train de repartir de manière très forte. Et nous sommes totalement engagés à soutenir ça dans le futur. Autre structure désireuse de soutenir les actions de développement du gouvernement, le groupe UBA. Le groupe bancaire nigérien, l'une des plus importantes institutions financières d'Afrique, avec ses 750 succursales dans 19 pays, est prêt à soutenir le développement des infrastructures,
action dans laquelle est engagé le gouvernement ivoirien. Pour l'instant, nous sommes vraiment au stade de la discussion, au stade de déterminer sur quel projet est-ce que UBA peut accompagner l'État de Côte d'Ivoire. Il est encore un peu tôt pour déterminer les montants en jeu. Ils ont discuté de plusieurs projets, du pont et d'autres grands projets qui sont en cours. Le retour de la Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Daniel Kabang-Duncan a longuement discuté de la question ce mercredi avec le directeur chargé du retour de l'institution en Côte d'Ivoire. L'occasion d'évoquer l'état d'avancement de la mise en œuvre de la feuille de route du retour de la BAD à Abidjan. Nous avons renouvelé nos remerciements au gouvernement pour la mise à disposition et la remise des clés qui a eu lieu le 9 octobre dernier. En ce qui concerne les travaux de l'immeuble du siège de la banque, où on a enregistré un certain retard, nous avons tout mis en œuvre de façon à essayer de réduire autant que faire se peut ce retard. On a fait le point sur la situation des écoles, sur la situation des logements, puisque nous avons, ce n'est pas seulement les membres du personnel qui reviennent, mais ce sont des chefs de famille qui reviennent avec leur famille, avec des enfants. C'est que leur préoccupation première, c'est le bien-être de leur famille. Tout est mis en œuvre pour accueillir jusqu'en 2014 un peu plus de 2000 agents de la Banque africaine de développement. Le gouvernement ivoirien y travaille en étroite collaboration avec les premiers responsables de l'institution. Désormais, on ne parlera plus à sa guise à l'Assemblée nationale ivoirienne. Le temps de parole pourra être reparti équitablement entre les députés au cours des débats. L'hémicycle ivoirien a reçu hier un appareil de gestion du temps de parole, le don du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Victorine Yaoyobwe. Dans quelques jours, un nouvel outil va faire son entrée dans la gestion des débats parlementaires, le gestionnaire du temps de parole. Installé face aux députés, cet appareil a tout d'un feu tricolore. Le voyant vert pour signaler le temps de parole, le jaune pour prévenir que ce temps tire à sa fin et le voyant rouge pour marquer l'arrêt. C'est grâce au verbe que le député traduit en termes législatifs les besoins de ses mandants. Il importe donc que le pouvoir de prendre la parole soit garanti aux députés, mais surtout que cette faculté soit également repartie au profit de l'ensemble des députés. Cela passe par la réglementation du temps de parole prévue par nos textes procéduraux. Cette petite révolution dans les débats parlementaires est du fait du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, donateur de l'appareil de gestion du temps de parole à l'Assemblée nationale. Le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire est heureux de vous accompagner dans le sens de cette modernisation. Avec cet outil, la gestion du temps sera facilitée, la transparence garantie et l'équité assurée. Le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Maître Konaté Faki, n'a pas manqué de relever les autres actions du PNUD en faveur de l'institution, notamment l'élaboration du plan stratégique du développement du Parlement. Toutes ces actions s'inscrivent dans un programme d'appui du PNUD à 24 parlements africains en vue de leur modernisation. Demain, jeudi 24 octobre, se tient à Dakar la 17e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africain, UEMOA, un sommet qui va se pencher sur plusieurs questions d'intérêt commun, notamment le financement à long terme des économies de l'Union. La rencontre sera suivie vendredi d'un sommet extraordinaire de la CEDEAO, dirigé évidemment par son président en exercice, le président Alassane Ouattara. Viviane Aïmen, notre envoyé spécial à Dakar. Ce sont deux rencontres de haut niveau pour l'avancement de l'intégration ouest-africaine qui se tiennent dans la capitale sénégalaise au cours de ce mois d'octobre. Tout d'abord, le sommet des chefs d'État de l'UEMOA prévu ce jeudi 24 octobre. L'UEMOA qui est l'un des chemins de cette intégration ouest-africaine. Cette union rassemble 8 pays. Ce sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo.
Ces pays ont démontré depuis 1962 leur unité autour du franc CFA, unité matérialisée par la création d'une banque centrale, la BCEAO. En plus d'avoir réussi leur intégration monétaire, ces pays se sont engagés depuis 1994 dans la construction d'un espace économique commun qui permette la libre circulation des personnes et des biens. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, couvre une superficie d'ensemble de 3 500 000 km² avec un total de 80 millions d'habitants. L'UEMOA s'est doté d'instruments financiers pour réaliser son intégration économique. Ce sont la BCEAO et la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, qui favorisent l'investissement dans l'espace communautaire. L'UEMOA apporte aussi son appui financier à de nombreux projets dans ses pays membres. À ce titre, un des points qui sera examiné au cours de ce sommet des chefs d'État de l'Union à Dakar est la contribution de l'UEMOA pour l'organisation des élections générales qui auront lieu au mois de décembre prochain en Guinée-Bissau. Un autre volet de cette rencontre va être l'examen par les chefs d'État des offres obtenues pour le financement à long terme des économies de l'Union. Ce dossier de recherche de financement avait été confié au chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. L'UEMOA a son siège à Ouagadougou. L'ensemble de son organisation administrative, appelée Commission de l'UEMOA, est dirigée par le président de la commission, Cheikh Hadjibou Soumaré. La BCEAO, la Banque centrale de l'Union, est dirigée par le gouverneur Koneti Moko Méliette. La conférence des chefs d'État est l'organe suprême. Elle désigne en son sein un chef d'État membre pour assurer la présidence tournante. C'est le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé qui est l'actuel président en exercice. À la suite de ce 17e sommet des chefs d'État de l'UEMOA, se tiendra le vendredi 25 octobre un sommet extraordinaire de la CEDEAO présidé par son président en exercice, le président de la République Alassane Ouattara. Ce sommet va, à n'en point douter, se pencher à son tour sur la question du financement des élections générales en Guinée-Bissau au mois de décembre prochain. Inscrit aussi à l'ordre du jour de ce sommet, la question du tarif extérieur commun qui sera appliqué dans le cadre des relations commerciales entre États membres de la CEDEAO et avec l'extérieur. En somme, deux rencontres d'un grand intérêt économique pour la sous-région et la région ouest-africaine. Et cette autre rencontre de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine à travers la CCR, entendez la Chambre consulaire régionale, organise depuis ce matin, et ce jusqu'au 25 octobre prochain, un séminaire d'appropriation des réformes de l'UEMOA. Le séminaire est à l'attention des directeurs et secrétaires généraux des organisations consulaires et patronales de l'UEMOA. Hamza Diaby. La Chambre consulaire régionale est un organe de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Sa principale attribution, réaliser l'implication effective du secteur privé dans le processus d'intégration de l'UEMOA. Ses moyens sont entre autres la promotion des échanges commerciaux et des investissements dans l'Union et la participation à la réflexion sur le processus d'intégration et à la mise en œuvre des réformes arrêtées par ces organes compétents. D'où la tenue à Abidjan depuis ce mercredi d'un séminaire d'appropriation des réformes de l'UEMOA à l'intention des directeurs et secrétaires généraux des chambres consulaires nationales et des organisations patronales des États membres. À la fin, on s'attend à une bonne sensibilisation de toutes les autorités nationales de l'UEMOA chargées des chambres de commerce et d'industrie. Sensibiliser sur les programmes de développement du secteur privé et de l'entreprise. Programme conçu par la commission de l'UEMOA. Une rencontre de tous les espoirs pour les participants. C'est la deuxième fois que cette rencontre est faite. La première c'était à Dakar, aujourd'hui à Abidjan. On espère qu'il y a quelque chose de vraiment grandiose qui va sortir de cette rencontre. En fait, de participer un peu au développement économique de cette région. Nous souhaitons que cet entretien, ce séminaire d'Abidjan, soit vraiment une réussite. Parce que l'intégration africaine commence
par ces choses-là. Dans sa composition, la chambre consulaire regroupe les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture et les organisations patronales. À travers le thème principal, poursuivre et approfondir la connaissance de l'UEMOA dans ses objectifs fondamentaux pour mieux impliquer les acteurs du secteur privé dans le processus d'intégration économique régionale. Les représentants des 8 États membres de l'Union vont pendant 3 jours se pencher sur des sujets tels les projets et programmes de l'UEMOA en cours en faveur du secteur privé et la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations de l'Union. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, à travers sa commission développement de l'entrepreneuriat féminin, a organisé hier au plateau une formation sur la gestion financière des entreprises. L'atelier a réuni les membres de la commission développement de l'entrepreneuriat féminin et les membres de la CGECI. Fatou Fofana. Une formation pour fournir les rudiments d'une gestion saine des entreprises. En tout, une 50aine de participants, essentiellement des femmes chefs d'entreprise, ont répondu présents. Ce fut aussi le lieu de lever certains équivoques qui rendent difficile la collaboration entre l'entreprise et les impôts d'une part, et entre les chefs d'entreprise et leur comptabilité d'autre part. Nous savons que la comptabilité, une fois elle est défaillante dans une société, elle est la base de tous les problèmes que la société vit. Et donc, nous avons pensé que avoir une formation en la gestion financière de son entreprise serait vraiment d'un apport très capital pour l'avancée et l'épanouissement de la société que nous avons l'honneur de gérer. Cette formation devrait donc permettre aux participants d'acquérir les outils pour l'interprétation des états financiers et l'évaluation de la performance de l'entreprise par l'identification des variables irrégulières de la période précédente. Ceci pour favoriser le suivi et la planification des activités pour une meilleure création de valeur. Il a été aussi question de donner aux participants les notions de base sur la gestion financière pour les aider à la planification financière de l'entreprise afin d'améliorer leur performance. Les 3e assises de la jeunesse ivoirienne se tiendront du 28 octobre au 1er novembre prochain, à 5 jours de l'ouverture de cette rencontre qui verra la participation de milliers de jeunes ivoiriens et africains. Le président du comité d'organisation était face à la presse. Touré Mamadou a invité les journalistes à soutenir l'initiative afin de réussir l'événement. Mamadou Kwasi. 9%, c'est le taux de chômage en Côte d'Ivoire selon les dernières statistiques. Pour contribuer à la recherche de solutions sur l'emploi des jeunes, se tiennent les 3e assises de la jeunesse ivoirienne du 28 octobre au 1er novembre 2013. Cette plateforme sera l'occasion pour la jeunesse d'échanger avec les experts sur les questions d'emploi, d'insertion et de financement du projet. Dans nos États africains, on ne pourra pas dissocier la question de l'emploi des jeunes à la stabilité de ces États-là. Et donc pour nous, trouver une solution à l'épineuse question du chômage des jeunes favorisera donc la stabilité dans nos États. Nous aurons sur le carrefour de l'emploi qui ambitionne de réunir 150 entreprises, banques, structures publiques d'aide à l'emploi des jeunes. Et puis ces assises se font en prélude à la journée africaine de la jeunesse. Nous avons énormément de délégations qui viennent de l'étranger. Vous aurez une 20aine de pays africains qui sont représentés. Les 3e assises de la jeunesse ivoirienne auront pour thème une jeunesse, des emplois et un avenir de paix. Au programme, la formation des 500 jeunes aux techniques de l'entrepreneuriat, des interventions de Traoré Salif, Dia Salfo, Ramayad, de Muriel Laoré et de Didier Drogba, et surtout des échanges directs avec des membres du gouvernement, des actions qui seront couronnées par des séances de prière et un concert géant avec le groupe Magic System. Je vous le disais en titre, la FIDH, Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, a publié hier un rapport sur la justice en Côte d'Ivoire. L'organisation demande aux autorités de s'impliquer davantage dans la lutte contre l'impunité. Victorine Yaoyobwe. Mettre les victimes de la crise post-électorale au cœur des préoccupations du gouvernement, voilà la recommandation faite aux autorités ivoiriennes par la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, le Mouvement ivoirien des droits de l'homme, MIDH, et la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, LIDO, à l'issue de leur mission à Abidjan. Pour ces organisations des droits de l'homme, cela suppose 3 choses: le recadrage de la CDVR, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation,
La mise en œuvre des conclusions de la Commission nationale d'enquête, ainsi que le maintien et le renforcement de la cellule spéciale d'enquête chargée de faire la lumière sur les crimes de la crise post-électorale. Nos organisations se sont constituées partie civile pour la FIDH, le MID et la LIDO, qui sont deux organisations nationales ivoiriennes, et aussi pour environ 80 victimes. 80 victimes, mais victimes des deux camps. Ce que nous préconisons, c'est justement de maintenir en vie cette cellule spéciale et loin de la supprimer, de lui donner les moyens d'aller le plus vite possible jusqu'au bout de sa tâche, et je répète, sans sélectivité, c'est-à-dire en poursuivant des deux côtés, dans les deux camps, les présumés responsables. La FIDH, la LIDO et le MIDH sont convaincus d'une chose, seule la justice permettra d'aboutir à la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi ces défenseurs des droits de l'homme sont opposés à l'impunité et à l'amnistie. Le mouvement humaniste international, section Côte d'Ivoire et le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique viennent de célébrer la journée nationale de la non-violence. C'était au lycée moderne d'Abobo, Honorine Nigoré. Le président de la République, Alassane Ouattara, lors du Conseil des ministres du 25 avril 2013, a pris un décret pour que chaque 2 octobre soit célébrée la journée nationale de la non-violence en milieu scolaire et universitaire. Dans le même temps que l'Assemblée générale de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui célèbre le même jour l'anniversaire de naissance d'un pionnier de la non-violence en la personne de Mahatma Gandhi. Le mouvement humaniste section Côte d'Ivoire, qui s'inscrit dans cette aspiration du président de la République, a donc initié des actions d'éducation et de sensibilisation sur la non-violence au lycée moderne d'Abobo pour que cela entre dans les mœurs des élèves. Dans les milieux scolaires et universitaires, nous voulons corriger cela dans leur esprit. Nous voulons les amener à opter désormais pour une culture de non-violence. C'est une journée où chaque Ivoirien doit aussi prendre conscience de ce que la violence a entraîné en 2010. Message bien perçu par les élèves qui, par des sketchs, chants et danses, ont diffusé le message de la non-violence. Moi, la journée de la non-violence représente ici le moment de se pardonner mutuellement, de se respecter, de pouvoir dire ce que l'on a sur le cœur afin de se pardonner. Après la guerre, tout ça, nous avons décidé de faire des programmes de sensibilisation pour nos frères et sœurs, les ethnies qui sont en conflit, de trouver un compromis. La représentante de la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Marie-Christine Gogoné, a invité les organisateurs de la journée de la non-violence à perpétuer leurs activités. Il avait été plusieurs fois lancé, sans toutefois aboutir aux résultats escomptés. Le ravalement des façades des maisons demeure une préoccupation pour l'État ivoirien. Il y a quelques jours, au Salon de l'Architecture et du Bâtiment, le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a annoncé pour bientôt une campagne d'explication du contenu du décret sur la copropriété et le ravalement des maisons. Hugues Veblé. Des bâtiments dégradés à perte de vue en plein Abidjan. Le constat est partout pareil dans la capitale économique. Même les quartiers d'IUP ne sont pas épargnés, comme ici à Cocody Centre et les deux plateaux, deux quartiers de renommée. Les locataires de ces immeubles ne s'en plaignent pas. De quoi faire le bonheur des propriétaires qui se contentent d'encaisser le loyer sans même se soucier de leur état. La plupart de ces immeubles, depuis leur construction, n'ont jamais reçu une nouvelle couche de peinture. Vraiment, quand je traverse la ville d'Abidjan, que je vois des bâtiments dégradés, ça me fait mal au cœur parce que j'ai l'impression que les gens, c'est pas des gens qui habitent dans ce secteur. Le propriétaire qui a sa maison, les gens louent. Et à la fin, on lui paye. Cet argent qu'on lui paye, là, il peut prendre aussi pour arranger sa maison. C'est pas les autres personnes qui vont arranger ça pour lui. Et s'ils ne veulent pas, l'impôt là, ils n'ont qu'à prélever sur l'impôt pour payer et pour arranger cette maison. J'ai du pincement au cœur. Tu sais, nous, à notre temps, quand tu quittes le village, tu rentres à Abidjan, tu regardes la ville d'Abidjan, c'est les immeubles qui font que, on dit aujourd'hui, tu es à Abidjan. Tu changes de lieu. Mais aujourd'hui, quand on voit les immeubles, en tout cas, c'est vraiment anormal. Des tentatives de ravalement des immeubles à Abidjan n'ont jamais donné le résultat escompté. Mais l'État ne veut pas baisser les bras. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, à l'ouverture du Salon de l'Architecture, a annoncé
que de nouvelles solutions sont envisagées. Des solutions qui devront, selon lui, redonner à Abidjan son appellation de Père des Lagunes. Quand on regarde aussi les façades des bâtiments, il n'y a pas de peinture, comme on le dit communément. Mais en fait, le ravalement n'est pas fait. Les espaces verts ne sont pas entretenus. Pour tout ce qui est logement collectif, un décret a été proposé par le ministère, qui a été pris par le gouvernement, qui va obliger les Ivoiriens à adhérer, en tout cas, à la copropriété. Il y aura des syndics de copropriétaires dans tous les quartiers, dans tous les habitats collectifs. Le gouvernement a décidé que dans 3 semaines, nous allons lancer, vulgariser des recommandations qui sont contenues dans ce décret, ce qui fait que chaque Ivoirien va être obligé, à travers peut-être sa facture d'eau ou d'électricité, de cotiser pour participer un peu à l'entretien de son cadre de vie. Cette solution ne semble pas avoir l'adhésion de la population. Elle se dit déjà éprouvée par les dépenses quotidiennes. L'État prélève trop les travailleurs. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une facture, on considère qu'il a un revenu. Et c'est pas bien. D'abord, il y a déjà la redevance en RTI, il y a encore les taxes aussi pour les lampadaires autres, là, les garages des rues, taxes communales, mention, tout ça là. Et c'est un peu trop. On demande à l'État de faire aussi un effort concernant ces genre de choses. Si moi j'habite, je suis locataire dans un immeuble, on doit faire une ponction sur ma facture pour entretenir cet immeuble. Mais moi qui suis locataire, quelle est donc ma responsabilité? On m'amène à contribuer pour le propriétaire. Pour réussir le pari du ravalement des façades des immeubles en Côte d'Ivoire, l'État doit s'inspirer de ce qui se fait de mieux ailleurs. Comme au Maroc par exemple, obligation est faite à tout propriétaire de maison de refaire sa peinture au moins une fois tous les 2 ans, faute de quoi il devra payer une amende. Un exemple qui peut être appliqué en Côte d'Ivoire pour maintenir les villes ivoiriennes toujours belles. On termine en sport football. Les Éléphantaux ont joué cet après-midi leur dernier match de poule contre la Nouvelle-Zélande, comptant pour le mondial des moins de 17 ans. Les poulains du sélectionneur Ibrahima Kamara l'ont emporté sur le score de 3-0. Une victoire ivoirienne qui s'est dessinée à la 25e minute sur ce travail de Kwame Ngessa, bien conclu par Moussa Bakayoko. Deuxième période, 48e minute, Meïté Yakou offre le 2e but à Moussa Bakayoko pour son doublé. Oui, cette occasion ivoirienne, 2-0. Voilà, l'occasion est de doubler pour Moussa Bakayoko. 87e minute, Franck Kessier sollicite Meïté Yakou de la tête. Il marque le 3e but de la Côte d'Ivoire. 3 matchs, 1 défaite, 1 nul et 1 victoire. Les Ivoiriens terminent 3e de la poule B, mais doivent attendre la fin de toutes les rencontres du premier tour pour savoir s'ils feront partie des 4 meilleurs 3e afin d'obtenir leur ticket pour les 8e de finale du mondial des cadets. Logiquement, ça ne devrait pas poser de problème. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec David Goué-Damobio. Moi, je vous retrouve très vite. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.